Confession d'un auteur par Nicolas Gogol. Traduit par José Joannet. Lu par Étienne Acasse. Tous s'accordent à reconnaître qu'aucun livre n'avait donné naissance à autant de commentaires de toute nature que les passages choisis de ma correspondance avec mes amis. Et ce qu'il y a de plus remarquable, ce qui peut-être n'était encore jamais arrivé dans aucune littérature, c'est que l'objet des commentaires et des critiques a été non le livre, mais son auteur. Chaque mot a été analysé avec suspicion et méfiance, et tout un chacun, à l'envie, s'est empressé d'annoncer la source d'où provenait ce mot. Le corps vivant d'un homme encore en vie a été soumis à une effroyable dissection, capable de donner des sueurs froides même à un homme doué d'une solide constitution. Et pourtant, quelque formidable, quelque offensante qu'aient été pour un homme honnête et bien né certaines conclusions et déductions, je me suis décidé, à mon corps défendant et autant que me le permettaient mes faibles forces, à tout supporter et à mettre à profit cette occasion, en la considérant comme une indication venue d'en haut d'avoir à faire avec le plus de rigueur possible un retour sur moi-même. Jamais non plus jusqu'à présent je n'avais négligé conseils, avis, condamnations et reproches, étant de plus en plus convaincu que, pour peu qu'on arrive à anéantir en soi-même ses cordes sensibles, toujours prêtes à l'excitation et à la colère, pour peu que l'on se mette en état de tout écouter calmement, on est alors à même d'entendre la voix moyenne. Cette voix qui est la résultante que l'on obtient une fois additionné toutes les voix et considéré les extrêmes des deux bouts. En un mot, cette voix que tous recherchent, que non sans raison on appelle la voix du peuple et la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, bien que nombre de reproches aient été véritablement profitables à mon âme, je n'ai pas entendu cette voix moyenne et ne puis dire comment s'est terminée mon affaire, ni comment il convient d'apprécier mon livre. En fin de compte, j'ai perçu 3 opinions différentes. La première affirme que mon livre est l'œuvre d'un homme à l'orgueil inouï, qui s'est figuré qu'il était devenu supérieur à tous ses lecteurs, qu'il avait droit à l'attention de toute la Russie et qu'il était capable de transformer la société tout entière. La seconde affirme que ce livre est l'œuvre d'un homme bon, mais tombé dans l'erreur et la tentation, à qui les louanges et la complaisance en ses propres mérites ont tourné la tête, et qui, en conséquence, s'est fourvoyé et trompé. D'après la troisième opinion, mon livre est l'œuvre d'un chrétien qui a une vue droite sur les choses et remet chaque chose à sa place légitime. Chacune de ces opinions a pour partisans des hommes également intelligents et instruits aussi bien que des chrétiens également sincères. Par conséquent, aucune de ces opinions, tout en étant juste partiellement, ne peut en aucune façon être juste entièrement. Le plus juste serait d'appeler ce livre le fidèle miroir d'un homme. On y trouve ce qu'on trouve en tout homme. Avant tout le désir du bien, qui a fait ce livre et qui vit dans le cœur de chaque homme, pour peu qu'il ait compris ce qu'est le bien, la conscience sincère de ses propres défauts, et à côté de cela, une haute opinion de ses mérites, le désir sincère d'apprendre, et à côté de cela, la certitude d'être soi-même capable d'apprendre beaucoup aux autres, l'humilité, et à côté de cela l'orgueil, et peut-être l'orgueil jusque dans l'humilité, le reproche à autrui de choses où l'on a soi-même failli, et qui devraient vous valoir des reproches encore plus violents. Bref, on trouve dans ce livre la même chose que ce que l'on trouve en tout homme, avec cette seule différence que toutes les conventions et convenances y ont volé en éclats, et que tout ce que l'homme cache en lui-même y est apparu en pleine lumière, avec cette autre différence que la clameur en a retenti plus forte et plus criarde, ainsi qu'il s'y est à un écrivain, car tout ce que contient l'âme d'un écrivain ne demande qu'à voir le jour, et que les yeux de tous en ont été plus frappés, comme il s'y est à un homme qui a reçu plus de qualité en comparaison des autres hommes. Pour tout dire, ce livre ne peut que servir de preuve de la grande vérité contenue dans les paroles de saint Paul, qui a dit que tout homme est mensonge. Mais personne n'est parvenu à cette dernière conclusion, qui est peut-être la plus juste de toutes. En effet, la solennité du ton et l'insolite du style ont plus ou moins fourvoyé tous les lecteurs du livre et n'ont placé personne au bon point de vue. Au moment où je publiais cet ouvrage, je me trouvais sous l'influence de la peur de la mort, qui n'avait cessé de me poursuivre pendant toute la durée de ma maladie, et cela jusqu'à une époque où j'étais déjà hors de danger. Sans m'en rendre compte, j'ai adopté un ton pour moi inhabituel et vraiment tout à fait méséant à un homme encore en vie. Craignant de ne pouvoir achever l'œuvre qui n'avait cessé de m'occuper constamment pendant 10 ans, j'ai commis l'imprudence de parler à l'avance de certaines choses qui faisaient partie de ce que j'avais approuvé en mettant en scène les héros d'une œuvre narrative. Cela s'est transformé en un serment déplacé, bien étrange sur les lèvres d'un écrivain, en un certain nombre de passages mystiques et peu compréhensibles qui ne s'accordaient pas avec les autres lettres. Enfin, la diversité de ton des lettres elles-mêmes, écrites à des personnes différentes par leurs caractères et leurs qualités, écrites aussi à différentes époques de mon développement spirituel. Les unes avaient été écrites à une époque où, alors que je faisais mon éducation en m'adressant moi-même des reproches, alors que j'en sollicitais et en exigeais de la part des autres, j'estimais en même temps devoir en adresser à mon tour. Les autres avaient été écrites à une époque où j'avais commencé à comprendre qu'il convient de réserver les reproches à soi-même, et, dans les discours adressés à autrui, de ne faire usage que de la charité fraternelle. D'où la tendresse et le ton cassant qui se côtoient quasiment. Enfin, la non-inclusion de bon nombre d'articles qui devaient entrer dans le livre en tant que liés entre eux et expliquant bien des choses. Enfin, ma propre ignorance et mon incapacité à m'exprimer, attribut d'un écrivain qui n'a pas encore réussi à s'organiser entièrement.
Tout cela a contribué à fourvoyer plus d'un lecteur et à susciter une quantité innombrable de déductions et de conclusions déplacées. On a trouvé de l'orgueil dans des mots qui avaient été dictés par des motifs peut-être exactement opposés. Mais là où il y avait réellement de l'orgueil, on ne l'a pas remarqué. On a appelé abaissement ce qui n'était nullement de l'abaissement. Et surtout, quand il s'est agi d'analyser le livre morceau par morceau, il n'y a pas eu deux personnes à émettre un avis pleinement concordant, ce qui a permis à d'aucuns, à fort juste titre, de faire remarquer que chaque critique dans ses jugements s'exprimait bien plus lui-même qu'il n'exprimait à personne ou mon livre. Bien entendu, tout cela est de ma faute. C'est pourquoi je n'ai le droit d'accuser personne de toutes les attaques qui vont porter sur mes qualités morales personnelles, quelque offensantes qu'elles soient pour un homme en qui n'est pas mort le sentiment de la noblesse. Au passage, je ferai 2 ou 3 remarques sur ce qui n'a pas trait à mes qualités morales. J'ai été étonné de voir des gens intelligents ergoter à propos de mots parfaitement clairs et s'arrêter sur 2 ou 3 passages pour en tirer des conclusions parfaitement opposées à l'esprit de l'ouvrage dans son ensemble. De 2 ou 3 mots adressés à un propriétaire dont tous les paysans sont des cultivateurs que leur travail occupe l'année entière, tirer la conclusion que je pars en guerre contre l'éducation populaire, voilà qui m'a paru bien étrange. D'autant plus étrange que moi-même, pendant la moitié de ma vie, j'ai songé au moyen d'écrire un livre véritablement utile pour les gens simples, et ne me suis abstenu que pour avoir senti combien il fallait être intelligent pour savoir ce qu'il convient de donner par priorité au peuple. Et, tant qu'il n'existe pas de livre intelligent de cette espèce, la parole des pasteurs de l'Église reste, me semblait-il, plus utile et plus nécessaire aux paysans que tout ce que nous pourrions bien lui dire, nous autres écrivains. Autant qu'il m'en souvient, j'ai toujours été pour l'éducation du peuple, mais il me semblait qu'avant même d'éduquer le peuple lui-même, il serait bien plus utile d'éduquer ceux qui entretiennent les rapports les plus étroits avec le peuple, et du fait de qui souvent le peuple pâtit. Il me semblait enfin que la classe qui mérite le plus d'attention n'est pas la classe des cultivateurs, mais cette classe étroite, aujourd'hui en expansion, qui, sortie des agriculteurs, occupe divers petits emplois et qui, dépourvue de toute moralité bien qu'on y sache en gros lire et écrire, cause du tort à tous afin de vivre sur le dos des pauvres gens. C'est cette classe-là qui, selon moi, a le plus besoin de livres écrits par des écrivains intelligents, capables, une fois reconnus leur devoir, de les leur expliquer. Quant à notre laboureur, il m'a toujours semblé plus moral que tous les autres, et moins que les autres éprouvaient le besoin de se faire chapitrer par les écrivains. De la même façon, j'ai trouvé non moins étrange que d'un passage de mon livre où je dis que les critiques qui m'attaquent contenaient beaucoup de choses justes, on tira la conclusion que je déniais tout mérite à mes œuvres et n'étais pas d'accord avec les critiques qui s'étaient exprimées en ma faveur. Je me rappelle fort bien, et n'ai nullement oublié, que mes faibles mérites ont donné lieu chez nous à la parution de critiques très remarquables, qui restent encore aujourd'hui des témoignages d'amour de l'art, et ont élevé aux yeux de la société la signification des créations poétiques. Mais c'était tout de même une chose délicate pour moi que de parler moi-même de mes propres mérites, et d'ailleurs, à quoi bon? Si je me suis mis à parler de mes propres insuffisances littéraires, c'est que cela s'est trouvé à propos, à l'occasion du problème psychologique qui constitue l'objet principal de tout mon livre. Comment donc ne pas comprendre ces choses? Chose non moins étrange, de ce que j'ai nettement mis en valeur nos éléments russes, on déduit que je rejette la nécessité de la civilisation européenne et que j'estime inutile pour un russe de connaître le difficile chemin du perfectionnement de l'humanité. Aujourd'hui comme autrefois, il me semble qu'un citoyen russe doit connaître les affaires de l'Europe. Mais j'ai toujours été persuadé que si, tout en possédant cette louable avidité de connaître les choses de l'étranger, on vient à perdre de vue nos propres principes russes, ces connaissances n'apporteront aucun bien, mais fourvoieront, troubleront et disperseront les idées au lieu de les concentrer et de les rassembler. Aujourd'hui comme autrefois, je reste persuadé qu'il faut que nous connaissions à la perfection et en profondeur notre nature russe, et que ce n'est qu'au prix de cette connaissance qu'il est possible de sentir ce qu'il convient de prendre et d'emprunter à une Europe qui nous dit mot sur ce point. Il m'a toujours semblé qu'avant d'introduire quoi que ce soit de nouveau, il fallait que nous commussions non pas à la diable, mais radicalement, ce qui est ancien. Sinon, l'application de la découverte la plus bienfaisante ne saurait avoir de succès. C'est précisément dans cette intention que j'avais parlé de ce qui est ancien. Pour tout dire, toutes ces déductions étroites, faites par des gens intelligents, et, qui plus est, par des gens que je ne considérais nullement comme des gens à l'esprit étroit, ces querelles à propos de mots, et non à propos du sens et de l'esprit de mon ouvrage, me montrent que personne n'était d'humeur sereine en lisant mon livre. Qu'avant même qu'il m'eût paru, chacun s'est déjà installé dans des idées préconçues et l'a considéré à la lumière de ses opinions préétablies, s'arrêtant seulement sur les points qui l'irritaient ou le confirmaient dans ses idées préconçues, et passant outre à ce qui était susceptible de les réfuter et d'apaiser le lecteur même de l'ouvrage. Cette étrange capacité d'irritation, si grande qu'elle détruisit jusqu'aux convenances que jusqu'alors on avait coutume d'observer vis-à-vis d'un écrivain. L'auteur se vit presque dire en face qu'il était devenu fou, et on lui prescrivait des ordonnances contre le dérangement mental. Je ne saurais cacher que ce qui m'a le plus attristé, ce fut de voir des gens intelligents et, qui plus est, nullement irrités, proclamer par écrit que mon livre ne contenait rien de nouveau, et que ce qu'il pouvait contenir de nouveau était mensonge et non vérité. Cela me parut cruel. Car quoi qu'il en soit, ce livre contient ma propre confession, une effusion tant de mon âme que de mon cœur. Je ne passe pas encore publiquement pour un malhonnête homme, en qui l'on ne saurait avoir la moindre confiance. Comme tout homme, je puis me tromper,
tomber dans l'erreur, commettre un mensonge, au sens où il est vrai que tout homme est mensonge. Mais appeler mensonge toutes les effusions de mon âme et de mon cœur, cela est cruel. Cela est aussi injuste que de dire que mon livre ne contient rien de nouveau. La confession d'un homme qui a passé plusieurs années en lui-même, qui a fait son éducation comme s'il était encore un élève, désirant, même bien plus tard, rattraper le temps perdu pendant sa jeunesse, qui, en outre, n'est pas semblable en tout aux autres hommes, et possède certaines qualités qui ne sont propres qu'à lui, la confession d'un tel homme ne peut pas ne pas offrir quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, dans une affaire comme celle-là, où viennent se mêler les choses de l'âme, il est impossible de rendre une sentence aussi définitive. Le plus profond connaisseur de l'âme y regardera à deux fois. Dans les choses de l'âme, il est difficile de prononcer un jugement, même sur un homme ordinaire. Il est des choses qui ne sont pas du ressort de la froide raison, quelque intelligent que soit celui qui raisonne, des choses que nous ne pouvons recevoir qu'aux instants où nous sommes dans des dispositions spirituelles telles que notre âme est disposée à la confession, au retour sur soi-même, à la vitupération de soi-même et non des autres. Pour tout dire, cette manière définitive de rendre sa sentence m'a paru comporter de la part du juge une bien grande certitude, tant de l'excellence de son esprit que de la supériorité de son point de vue. Je ne dis point cela pour en faire un reproche à qui que ce soit, mais simplement pour montrer qu'à chaque pas, nous manquons tomber dans les défauts que nous venons de reprocher à notre prochain. Qu'en accusant autrui de présomption, nous témoignons au même instant, dans nos propres paroles, de notre propre présomption. Qu'en accusant autrui de condescendance, nous sommes nous-mêmes au même instant condescendants et chicaniers. Celui-là a au moins l'âme généreuse, qui a le courage de reconnaître ces choses, et qui n'a pas honte de dire, fût-ce à la face du monde entier, qu'il s'est trompé. Mais suffit. Ce n'est nullement pour me défendre, dans mes aspects moraux, que je fais entendre en ce moment ma voix. Non, je ne m'estime tenu de répondre qu'à une seule demande, que les lecteurs de mes ouvrages précédents ont été quasi unanimes à m'adresser. Pourquoi ai-je abandonné le genre littéraire et la carrière que je m'étais déjà assurée, où j'étais à peu près mon maître, pour en aborder une autre qui m'était étrangère? Pour répondre à cette question, je me décide à exposer en toute sincérité et le plus brièvement possible toute l'histoire de ma carrière d'auteur, afin de donner à chacun la possibilité de me condamner avec plus de justice, afin que le lecteur voie si, oui ou non, j'ai changé de carrière, si, désireux de me donner une nouvelle orientation, j'ai de mon propre chef forcé mon esprit, ou bien si, dans mon destin comme en toute chose, il ne convient pas de reconnaître l'influence de celui qui ne dispose pas toujours du monde conformément à nos désirs, et avec lequel il est difficile pour l'homme de lutter. Il se peut que ce récit sincère fournisse une explication au moins partielle de ce qui, dans mon livre récemment publié, semble à beaucoup une énigme inexplicable. S'il en était ainsi, j'en serais véritablement heureux, car toute cette étrange histoire m'a passablement épuisé, et ce tourbillon de malentendus m'a mis moi-même dans une situation pénible. Je ne saurais dire positivement si la carrière d'écrivain est bien ma carrière. Je sais seulement qu'à l'âge où je commençais de réfléchir à mon avenir, et j'ai commencé à y réfléchir de bonne heure, à une époque où les jeunes gens de mon âge ne pensent encore qu'à leur jeu, l'idée de me faire écrivain ne me venait jamais à l'esprit, quoiqu'il m'eût toujours semblé que je deviendrais un homme connu, qu'un vaste champ d'action s'ouvrirait devant moi, et même que j'arriverais à faire quelque chose pour le bien commun. Je pensais simplement que je ferais carrière, et que tout cela me serait donné par le service de l'État, d'où cette passion de servir que j'ai éprouvée violemment durant toute ma jeunesse. Elle n'a cessé d'habiter mon esprit, planant au-dessus de toutes mes tâches et travaux. Mes premiers essais, mes premiers exercices de composition, où j'acquis du savoir-faire pendant les dernières années de mon séjour à l'école, étaient presque tous dans le genre lyrique et sérieux. Ni moi-même ni mes condisciples, qui s'exerçaient en même temps que moi à composer, ne pensâmes jamais qu'il me serait donné d'être un écrivain comique et satirique, bien qu'il m'arrivât souvent, nonobstant la mélancolie innée de mon caractère, d'avoir envie de plaisanter, et même d'importuner les autres par mes plaisanteries, bien qu'on trouvât, dans les tout premiers jugements que je portais sur mes semblables, que j'avais l'art de remarquer des singularités, tant importantes que minimes et risibles, qui échappaient à l'attention des autres hommes. On disait que j'avais l'art non de singer, mais de deviner l'homme, c'est-à-dire, tout en conservant la structure et la forme de ses idées et de son discours, de deviner ce qu'il devait faire dans telle ou telle éventualité. Mais rien de cela ne passait sur le papier, et même je ne pensais nullement qu'un jour viendrait où j'en ferais usage. La cause de la gaieté qu'on a remarquée dans mes premières œuvres imprimées tenait à un certain besoin de mon âme. J'étais en proie à des accès de mélancolie que je n'arrivais pas moi-même à m'expliquer et qui provenaient peut-être de mon état maladif. Afin de me distraire, j'inventais à mon intention tout ce que j'étais capable d'inventer en matière de comique. J'inventais entièrement des personnages et des caractères comiques, je les mettais en pensée dans les situations les plus risibles, sans me soucier autrement de savoir pourquoi, à quelle fin ni quel profit on en pourrait tirer. C'était la jeunesse qui me poussait, la jeunesse pendant laquelle on ne se pose aucune question. Voilà quelle fut l'origine de ces premières œuvres qui firent rire les uns avec autant d'insouciance et d'inconscience que moi-même, tandis qu'elles rendaient les autres perplexes sur le point de savoir comment de telles bêtises pouvaient bien venir à l'esprit d'un homme intelligent. Peut-être cette gaieté aurait-elle disparu avec l'âge et le besoin de me distraire, et avec elle ma carrière d'écrivain. Mais Pouchkine m'obligeait à considérer les choses sérieusement. Depuis longtemps déjà, il m'incitait à entreprendre une œuvre importante, et enfin, un beau jour, comme je lui avais lu un petit tableau d'une petite scène,
qui pourtant l'avait plus frappé que tout ce que je lui avais lu jusqu'alors, il me dit « Comment, avec une telle aptitude à deviner l'homme et, en quelques traits, d'un seul coup, à le mettre en scène tout entier, avoir une telle aptitude et ne pas s'atteler à une œuvre importante, c'est purement et simplement un péché. » Ensuite, il se mit à me représenter ma faible complexion, mes maladies, qui pouvaient interrompre précocement ma vie. Il me cita l'exemple de Cervantes, auteur d'un certain nombre de nouvelles tout à fait bonnes et remarquables, mais qui n'en aurait pas moins jamais conquis la place qu'il occupe aujourd'hui parmi les écrivains s'il n'avait pas entrepris son Don Quichotte, et, en conclusion, il me donna son propre sujet, d'où il comptait tirer une sorte de poème, et que, selon ses propres paroles, il n'aurait jamais donné à personne d'autre qu'à moi. L'idée du réviseur lui appartient aussi. Du coup, moi aussi, je me mis à réfléchir sérieusement, d'autant plus que je commençais d'arriver à un âge où, à l'occasion de chacune de vos actions, d'elle-même commence à se poser la question « À quelle fin et pourquoi la commets-tu » Je vis que je riais gratuitement dans mes œuvres, en vain, sans savoir moi-même pourquoi. Tant qu'à rire, mieux vaut certes rire puissamment, et rire de ce qui, en effet, est digne d'une universelle dérision. Avec le réviseur, je me décidai à rassembler en un seul tas tout ce que je pouvais connaître alors de mauvais en Russie, toutes les injustices qui se commettent dans les emplois et dans les circonstances où l'on doit exiger de l'homme le maximum de justice, et une fois pour toutes à rire de tout cela. Mais cette entreprise produisit, comme on sait, un effet formidable. À travers le rire, qui ne s'était jamais encore échappé de moi avec une telle force, le lecteur perçut la tristesse. Moi-même, je ressentis que mon rire n'était plus ce qu'il était auparavant, que je ne pouvais plus être, dans mes ouvrages, l'homme que j'avais été jusqu'alors, et que le besoin même de me distraire au moyen de scènes innocentes et insouciantes avait disparu en même temps que mes années de jeunesse. Après le révisor, je ressentis plus que jamais le besoin d'écrire une œuvre complète, qui contînt autre chose qu'un simple sujet de rire. Pouchkine trouvait que le sujet des âmes mortes avait ceci de bon qu'il me donnait pleine liberté de parcourir avec mon héros toute la Russie, et de mettre en scène une foule de caractères, tous plus variés les uns que les autres. Je me mis donc au travail, sans m'être fixé de plan détaillé, sans m'être rendu compte de ce que précisément devait être le héros même du roman. Je pensais simplement que le projet comique à l'accomplissement duquel se donne Tchitchikov me conduirait de lui-même à des personnages et à des caractères variés, que l'envie de rire, qui était née en moi, créerait d'elle-même en foule les événements comiques que j'avais l'intention de mêler aux événements touchants. Mais à chaque pas, des questions m'arrêtaient. À quelle fin? À quoi bon cela? Que doit dire par soi-même tel ou tel caractère? Que doit exprimer par soi-même tel ou tel événement? On se demande ce qu'il faut faire quand viennent à se poser pareilles questions. Tenter de les chasser? Je l'essayais, mais elles se dressaient, inéluctables, devant moi. Ne sentant nullement que tel héros était plus essentiellement nécessaire que tel autre, je ne pouvais non plus éprouver aucun amour pour le travail qui consistait à le représenter. J'éprouvais au contraire comme une sorte de répugnance. Tout sortait de ma plume tendue, forcée, et même ce dont je me moquais devenait triste. Je vis clairement qu'il m'était désormais impossible d'écrire sans un plan parfaitement clair et précis, qu'un auteur devait avant toute chose s'expliquer une bonne fois à soi-même le but de son œuvre, son utilité et sa nécessité essentielle, en conséquence de quoi lui-même s'enflammerait pour son œuvre, de cet amour puissant et véritable qui donne la vie à toute chose et sans lequel le travail n'avance pas. Bref, il fallait que l'auteur lui-même ressentît et se persuadât qu'en œuvrant sur son ouvrage, il accomplissait précisément le devoir pour lequel il avait été appelé sur cette terre, pour lequel lui avaient été précisément données ses capacités et ses forces, et qu'en accomplissant ce devoir, il servait en même temps son État, au même titre que s'il se trouvait précisément au service de l'État. L'idée de servir ne m'avait jamais quitté. Avant même d'embrasser la carrière littéraire, j'avais tâté successivement d'une quantité de fonctions et d'emplois différents, pour savoir lequel d'entre eux répondait le mieux à mes aptitudes. Mais je ne fus content ni du service, ni de moi-même, ni de ceux qui étaient placés au-dessus de moi. J'ignorais encore à cette époque combien il me manquait de qualité pour servir comme je l'eusse voulu. J'ignorais à cette époque que pour y arriver, il faut avoir vaincu en soi-même toutes les cordes sensibles de l'amour-propre et de l'orgueil personnel, qu'il ne faut jamais, à aucun moment, oublier que si vous avez pris un emploi, ce n'est pas pour votre bonheur à vous, mais pour le bonheur de quantité d'autres qui seront voués au malheur si un homme généreux envoie promener son emploi, qu'il faut oublier toutes vos petites blessures personnelles. J'ignorais encore à cette époque que celui qui désire servir honnêtement, au sens vrai du mot, la Russie, doit nourrir beaucoup d'amour pour elle, un amour qui ait déjà absorbé tous les autres sentiments, beaucoup d'amour aussi pour l'homme en général, et qu'il doit être devenu véritablement chrétien, au plein sens du terme. Il n'est donc guère étonnant que, n'ayant eu en moi rien de tout cela, je n'ai pu servir comme je l'eusse voulu, bien que je brûlasse effectivement du désir de servir honnêtement. Mais aussitôt que j'eus senti que dans la carrière littéraire je pouvais aussi m'acquitter du service de l'État, j'envoyai tout promener, mes précédentes fonctions, Saint-Pétersbourg, la société des gens qui étaient chers à mon cœur, la Russie même, afin de réfléchir au loin et à l'écart de tous aux moyens de faire cela, d'exécuter mon ouvrage de façon telle qu'il démontra que j'étais, moi aussi, un citoyen de mon pays, et que j'avais voulu le servir. Plus je réfléchissais à mon œuvre, plus je sentais qu'elle pouvait effectivement avoir son utilité. Plus je réfléchissais à mon œuvre, mieux je voyais qu'il ne fallait pas que je choisisse au hasard les premiers caractères venus, mais que je retinsse seulement ceux dans lesquels transparaissent le plus clairement
et se soit imprimé le plus profondément nos qualités fondamentales et proprement russes. Dans mon ouvrage, je désirais de préférence mettre en scène celles des plus hautes qualités de la nature russe, qui ne sont pas encore appréciées de tous à leur juste mérite, et celles des qualités les plus basses qui sont encore insuffisamment tournées en ridicule et stigmatisées par tout le monde. Je désirais n'y recueillir que des phénomènes psychologiques éclatants, y placer les observations que depuis longtemps et en cachette, j'avais faites sur l'homme que, sentant moi-même mon manque de maturité, je n'avais pas encore confié à la plume, mais qui, à condition d'être fidèlement représenté, pourrait fournir la clé de bien des choses de notre vie. En un mot, je désirais que la lecture de mon œuvre fît se dresser, pour ainsi dire malgré lui, l'homme russe tout entier, avec toute la diversité des richesses et des dons qu'il a reçus en partage de préférence aux autres peuples, et avec toute la multitude des défauts qui se trouvent en lui, là encore de préférence à tous les autres peuples. Je pensais que la force lyrique dont j'avais en moi une grande réserve m'aiderait à représenter si bien ses mérites que l'homme russe s'embraserait d'amour pour eux, tandis que la force comique dont j'avais en moi également une grande réserve m'aiderait à représenter si finement ses défauts que le lecteur les prendrait en haine, même s'il les retrouvait en lui-même. Mais je sentis en même temps que je ne pourrais y parvenir que quand j'aurais reconnu par moi-même ce qui, dans notre nature, est effectivement un mérite et ce qui est effectivement un défaut. Il faut avoir bien pesé et bien apprécié l'un et l'autre. Il faut que ces choses soient devenues parfaitement claires pour vous-même, pour ne pas ériger en mérite ce qui est un de nos péchés, ni frapper du rire, en même temps que nos défauts, ce qui est en nous un mérite. Je ne voulais pas consumer mes forces en vain. Depuis que l'on s'était mis à me dire que je riais non seulement d'un défaut, mais aussi, et entièrement, de l'homme en qui se trouve ce défaut, et non seulement de l'homme tout entier, mais aussi de l'emploi ou de la fonction même occupée par cet homme, ce que je n'avais eu même l'idée de faire, dès lors je vis qu'il fallait être extrêmement circonspect dans le maniement du rire, et cela d'autant plus que le rire est contagieux, et qu'il suffit que quelqu'un d'un peu plus spirituel que les autres ait tourné en ridicule tel ou tel aspect d'une affaire pour qu'à sa suite les obtus et les sots s'en aillent tourner en ridicule tous les aspects de cette même affaire. Bref, je vis, aussi clairement que 2 et 2 font 4, que, tant que je ne me serais pas défini à moi-même, avec précision et clarté, ce qui, dans la nature russe, est sublime et ce qui est bas, ce qui est notre mérite et ce qui est notre défaut, il me serait impossible de me mettre au travail. Or, pour se définir à soi-même la nature russe, il convient de connaître le mieux possible la nature de l'homme en général, et l'âme de l'homme en général. Sans cette connaissance, on ne saurait se placer au point de vue sous lequel vous apparaissent clairement les défauts et les mérites de chaque peuple. Dès lors, ce furent l'homme et l'âme de l'homme qui, plus que jamais, devinrent l'objet de mes observations. J'abandonnai momentanément tout ce qui était contemporain. J'appliquai mon attention à la connaissance des lois éternelles qui meuvent l'homme et l'humanité en général. Les livres des législateurs, des connaisseurs des âmes et des observateurs de la nature humaine, voilà ce qui devint ma lecture. Tout ce en quoi trouvait son expression la connaissance des hommes et de l'âme de l'homme, de la confession de l'homme du monde jusqu'à celle de l'anachorète et de l'ermite, voilà ce qui m'intéressait. Et c'est en suivant cette voie que, presque insensiblement, presque sans savoir moi-même comment cela se produisait, je parvins au Christ, pour avoir vu qu'en lui était la clé de l'âme humaine, et qu'aucun connaisseur de l'âme n'avait encore atteint le degré de connaissance où il s'était placé. C'est en le vérifiant au moyen de la raison que je vérifiais ce que d'autres comprennent une fois limpide, et ce à quoi je croyais jusqu'alors d'une fois, pour ainsi dire, obscur et vague. J'y fus conduit également par l'analyse à laquelle je soumis mon âme. Là aussi je vis, avec une clarté mathématique, que parler et écrire des sentiments et des mouvements les plus élevés de l'homme sont une chose impossible à faire d'imagination. Il faut posséder en soi-même ne fût-ce qu'une parcelle de ces sentiments. Pour tout dire, il faut être devenu meilleur. La chose peut sembler passablement étrange, en particulier à ceux qui ont reçu durant leur jeunesse une éducation tout à fait achevée et complète. Mais il faut dire que l'éducation que j'avais reçue à l'école était passablement mauvaise. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'idée de l'étude ne me soit venue que quand j'avais déjà atteint mon âge mûr. Je commençai par des livres si élémentaires que j'avais honte même de les montrer et que je cachais mon genre d'occupation. Je m'observais moi-même, comme un maître le fait de son élève, non pas dans l'apprentissage des livres, mais tout bonnement dans l'apprentissage moral, en me considérant moi-même comme un écolier. J'ai placé quelques-unes de ces pratiques sur moi-même dans le livre de mes lettres. Non que je voulusse le moins du monde en tirer quelque vanité. Au reste, je ne sache pas qu'il y ait la matière à me vanter, mais par désir de faire le bien. Peut-être bien, me disais-je, que quelqu'un en fera son profit. J'étais persuadé que beaucoup avaient reçu, comme moi, une mauvaise éducation à l'école, qui s'étaient, comme moi, ressaisis, sincèrement désireux de se corriger. J'ai souvent entendu bien des gens se plaindre de ne pouvoir, quoi qu'ils eussent, se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. J'ai donc placé cela dans mon livre, en l'appliquant tant bien que mal à une autre personne, et ne l'ai fait que pour avoir vu par expérience que nombre de ces pratiques avaient déjà été profitables à certaines personnes de ma connaissance. Quant à ceux qui me demandent d'un ton de reproche pourquoi j'ai exhibé tout mon tréfonds, je puis leur dire en guise de réponse qu'après tout, je ne suis pas encore moine, mais écrivain. En l'occurrence, j'ai agi comme tous les écrivains qui disent ce qui se trouve dans leur âme. Si cette aventure intérieure était arrivée à Karamazine, du temps qu'il était écrivain de profession, il l'aurait raconté, lui aussi. Mais Karamazine avait reçu une vraie éducation dans sa jeunesse. Il était déjà tout formé, comme homme et comme écrivain, avant même d'avoir embrassé sa carrière littéraire. À moi, c'est autre chose qu'il m'est arrivé.
Je ne pensais pas qu'il pût y avoir pour quiconque matière à scandale dans le fait de révéler publiquement que je m'efforçais d'être meilleur que je ne l'étais. Je ne trouve rien de scandaleux du fait de se languir et de brûler sous les yeux de tous du désir manifeste de se perfectionner, si le Fils de Dieu lui-même est descendu sur la terre pour nous dire à tous « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Quant aux accusations portées contre moi que, paraît-il, dans mon désir de me vanter de mon humilité, j'aurais fait preuve dans mon livre d'un abaissement pire que l'orgueil, je dirais sur ce sujet qu'il n'y a ici ni humilité ni abaissement. Ceux qui sont arrivés à cette conclusion se sont laissés abuser par l'analogie des signes extérieurs. Il est de fait que je me répugnais moi-même, mais ce n'était nullement par humilité, mais parce que plus j'avançais, plus je me représentais clairement en pensée l'idéal d'un homme excellent, l'image bienveillante que chaque homme est tenu d'être sur cette terre, et qu'après cela, chaque fois, il me répugnait de me regarder moi-même. Cela n'est point de l'humilité, mais plutôt le sentiment qui s'empare de l'envieux qui, pour avoir vu un objet merveilleux dans les mains d'autrui, jette le sien et ne veut plus le voir. Or, j'avais eu la chance de rencontrer au cours de ma vie, et particulièrement ces derniers temps, un certain nombre de personnes dont les qualités spirituelles me firent trouver les miennes mesquines en comparaison. Et chaque fois j'étais furieux contre moi-même parce que je n'avais pas ce que possédaient les autres. Ici, ce qu'il faut plutôt mettre en cause, c'est une nature en général envieuse. Mais je reviens à mon histoire. Or donc, pour quelque temps, ce qui était devenu l'objet de mes occupations, ce n'était ni l'homme russe ni la Russie, mais l'homme et l'âme de l'homme en général. Tout, à cette époque, m'amenait à étudier les lois générales de notre âme, les circonstances de ma vie spirituelle et enfin les circonstances extérieures sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir et qui, chaque fois, pour peu que je m'en éloignasse, me ramenaient contre ma volonté au même objet d'étude. Plus d'une fois, accusé d'inaction, je repris la plume. Je voulais me faire violence et me forcer à écrire, fût-ce quelque chose dans le genre d'une petite nouvelle ou d'une œuvre littéraire de quelque genre que ce fût. Et je ne pus rien produire. Mes efforts se résolvaient presque toujours en maladie, en souffrance et finalement par de telles crises qu'en conséquence il me fallait abandonner pour longtemps tout travail. Que fallait-il que je fisse ? Était-ce vraiment ma faute si je n'étais plus en état de répéter ce que j'avais dit ou écrit durant mes années de jeunesse, comme s'il pouvait y avoir 2 printemps dans la vie d'un homme? Et s'il est vrai que tout homme est sujet à des changements nécessaires lorsqu'il passe d'un âge de sa vie à un autre, pourquoi l'écrivain seul y ferait-il exception? L'écrivain ne serait-il pas un homme, lui aussi? Je ne m'écartais pas de mon chemin. Je suivais la même voie. L'objet de mes études était toujours le même. Cet objet était la vie, et rien d'autre. Cette vie, je la poursuivais dans sa réalité, non dans les rêves de l'imagination. Et j'étais arrivé à celui qui est la source de la vie. Depuis mes premières années, j'avais toujours eu la passion de me livrer à des observations sur l'homme, d'essayer de saisir l'âme de l'homme dans ses moindres traits et gestes, ce que les hommes laissent passer sans y faire attention, et j'étais arrivé à celui qui est le seul connaisseur parfait de l'âme, et qui seul, par conséquent, pouvait me permettre de la connaître plus pleinement. Je ne me tranquillisais pas avant d'avoir résolu certains de mes propres problèmes, de ceux qui se posaient à propos de moi, et ce fut seulement lorsque j'eus trouvé satisfaction dans certains problèmes importants que je pus me remettre à mon ouvrage, dont la première partie constitue encore aujourd'hui une énigme, car elle contient une certaine part de l'état de transition dans lequel mon âme se trouvait alors, à une époque où en moi ne s'était pas encore détaché ce qui devait se détacher. Dès que cet état eut pris fin et que ma soif de connaître l'homme en général eut été étanchée, en moi naquit un puissant désir de connaître la Russie. Je commençai à me lier avec des gens susceptibles de m'apprendre quelque chose et auprès desquels je pouvais m'enquérir de ce qui se faisait dans notre Russie. Je m'efforçais avant tout de faire la connaissance de gens pratiques et expérimentés, issus de toutes les classes sociales, qui s'étaient trouvés face à face avec tous les agissements qui ont cours à l'intérieur de la Russie. Je désirais m'aboucher avec des gens issus de toutes les classes de la société et apprendre quelque chose auprès de chacun d'eux. Tout homme exerçant une fonction officielle et pourvu de quelque occupation devint intéressant à mes yeux. Avant tout, je voulais me définir à moi-même chaque fonction, chaque classe sociale, chaque emploi et chaque condition dans l'État. Il me semblait que cela était chose indispensable pour un écrivain qui prend ses personnages dans des carrières différentes. Si vous ne gardez pas présent à l'esprit tous les devoirs et toutes les obligations qui incombent à l'homme que vous décrivez, vous n'arriverez pas à le mettre en scène comme il faut, fidèlement et en outre de manière qu'il puisse servir effectivement de leçon et d'enseignement aux vivants. Pour cette raison, je m'efforçais d'entrer en correspondance avec les hommes qui étaient susceptibles d'avoir quelque chose à me communiquer. Aux autres, je demandais de m'esquisser des portraits et des caractères légers, les premiers venus. J'avais besoin de tout cela. Non que je n'eusse en tête aucun caractère ni héros. J'en avais déjà beaucoup. Ils avaient été élaborés grâce à une connaissance de la nature humaine beaucoup plus parfaite que celle qui était en moi auparavant. Non, j'avais besoin tout bonnement de ces renseignements, comme un peintre qui peint un grand tableau de sa propre composition a besoin d'études faites d'après nature. Il ne fait pas passer ses dessins dans son tableau, mais il les accroche au mur tout autour de lui pour les avoir constamment sous les yeux, afin de ne pas risquer de pécher en quoi que ce soit contre la réalité et la saison ou l'époque qu'il a choisie. Je n'ai jamais rien créé en imagination, ni n'ai possédé cette faculté. Les seules bonnes choses qui sortaient de ma plume étaient celles que j'avais prises dans la réalité, à partir des données de moi connues. Je n'ai jamais pu deviner un homme que lorsque je me représentais les moindres détails de son apparence extérieure. Je n'ai jamais peint de portrait, en prenant ce mot au sens de simple copie. Je créai un portrait,
mais je le créais en prenant en considération, et non en imaginant. Plus je prenais de choses en considération, plus fidèle se trouvait être ma création. Comparativement à n'importe quel autre écrivain, j'avais besoin d'en savoir beaucoup plus, car il suffisait que je négligeasse quelques détails, que je ne les prise pas en considération pour que le mensonge apparût chez moi plus éclatant que chez tout autre. Cela, je n'ai jamais pu l'expliquer à personne, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas reçu de lettres telles que je les eusse désirées. Simplement, tout le monde s'étonnait de me voir réclamer tant de bagatelles et de vêtis, alors que j'avais une imagination susceptible de créer et de produire par elle-même. Mais mon imagination jusqu'à présent ne m'a jamais gratifié d'un seul caractère remarquable, ni n'a créé aucune chose que mon regard n'eût déjà remarqué quelque part dans la nature. Si j'ai placé dans mon livre Correspondance avec mes amis un certain nombre de lettres adressées à des propriétaires terriens, à diverses personnes en fonction, dont la plupart n'a pas été publiée, ce n'était nullement pour qu'on tombât d'accord avec moi, mais bien pour qu'on me réfutât en rapportant des faits anecdotiques. Ce qui fait pour moi l'importance des objections provenant de personnes pratiques et expérimentées, c'est qu'elles me rapprochent de la réalité en me révélant plus profondément l'état intérieur de la Russie. Mais au lieu de s'occuper des choses qui étaient intéressantes pour tout homme russe et de tous nos problèmes russes, on s'est occupé de ma propre personnalité et on a noirci des feuilles entières pour se demander si j'avais le droit de me mêler de ces choses-là. En même temps, j'avais adressé un appel à tous les lecteurs des âmes mortes, appel quelque peu incongru et pas très adroit. Je savais fort bien que beaucoup en riraient, mais j'étais prêt à supporter toute dérision, pourvu que je parvinsse à mes fins. Je pensais que, peut-être, 5 ou 6 personnes, à tout le moins désireraient accéder à ma requête comme je l'entendais. Je ne demandais pas qu'on corrigeât, à proprement parler, les âmes mortes. Je voulais, sous ce prétexte, obtenir des notes, des souvenirs de personnes privées, touchant des caractères ou des personnages que tout à chacun a eu l'occasion de rencontrer au cours de son existence. Je voulais obtenir la description d'événements qui fleurassent bon la Russie. Sachant que chacun de nous éprouve une sorte de paresse à se mettre en route, à s'atteler au travail, qui fait qu'il a du mal à extraire quelque chose de sa mémoire, je pensais que la lecture des âmes mortes serait susceptible de le mettre en mouvement, surtout si chacun avait à portée de la main une plume et du papier. J'avais mis mon adresse et prié que ne m'écrivissent que ceux qui n'auraient pas voulu publier quoi que ce soit, mais d'une façon générale, j'estimais plus utile qu'ils devinssent universellement connus. Diffuser de la sorte, au moyen de faits vécus, des renseignements sur la Russie me semblait même être une chose indispensable à l'époque actuelle, car notre époque, que l'on appelle à bon droit une époque de transition, on note dans presque toutes les professions un élan qui porte presque tout le monde à transformer, à corriger, à amender et, d'une façon générale, à se dépêcher de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour lutter contre toute espèce de mal. Je pensais qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous mettions au grand jour tout ce qui peut exister à l'intérieur de la Russie, afin de sentir de combien de principes hétérogènes se compose le sol que nous nous efforçons d'ensemencer. Il faut que nous y regardions plutôt à 2 fois avant de prononcer quoi que ce soit d'un ton définitif, comme nous le faisons tous aujourd'hui. Je nourrissais le secret espoir que la lecture des âmes mortes inciterait certaines personnes à écrire leurs notes personnelles, que plus d'un, même, ressentirait le besoin de faire un retour sur soi-même, car l'auteur lui-même a vu se produire en lui ce retour durant le temps où il écrivait les âmes mortes. Je pensais que celui qui se trouve déjà au déclin de ses jours et qu'inquiète l'idée que sa vie s'est déroulée sans profit et qu'il a fait peu de choses pour le bien commun de son pays, ressentira avec plus de force que c'est en représentant fidèlement et de façon vivante les hommes, les caractères et les événements de son époque qu'il peut faire connaître la Russie aux hommes jeunes et qui commencent seulement à agir, et qu'il fera ainsi plus que compenser son inactivité. Car le jeune homme, celui qui ne fait qu'entrer dans la carrière, celui qui n'a pas encore eu le temps de se désaffectionner et dont le regard, pour cette raison, possède encore toute sa vivacité, celui qui est curieux de tout, celui-là peut représenter l'époque contemporaine telle qu'elle apparaît à ses jeunes yeux d'adolescent. Je faisais là, pour tout dire, des rêves d'enfant. J'ai été déçu par certaines personnes. Je croyais qu'une bonne partie de mes lecteurs éprouvaient une certaine forme d'amour. J'ignorais encore à cette époque que mon nom n'avait cours que lorsqu'il s'agissait de s'adresser mutuellement des reproches ou de rire les uns des autres. Je croyais qu'à travers mon rire même, maintes personnes percevraient la bonté de ma nature, qui riait sans la moindre intention méchante. Mais à l'invite que j'avais adressé, personne ne me répondit par des notes. Dans les revues, on me répondit par des railleries. Si je rapporte toutes ces choses, c'est pour montrer que j'ai employé toutes mes forces à essayer de me maintenir dans la carrière qui était la mienne et imaginer tous les moyens susceptibles de faire avancer mon travail, n'ayant pas en tête fût-ce même l'idée de renoncer à ma condition d'écrivain. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer à ce propos que beaucoup de gens ont manifesté leur étonnement de me voir éprouver un tel désir de recevoir des renseignements concernant la Russie, tout en continuant à demeurer hors de la Russie. Ils ne s'avisent pas que, outre le fait que mon état de santé maladif exige un climat plus doux, j'ai besoin d'être loin de la Russie pour n'en demeurer que plus vivement en pensée en Russie. À l'intention de ceux qui ne peuvent ressentir ces choses, je vais m'expliquer, encore qu'il me soit quelque peu difficile de m'expliquer sur tout ce qui a trait aux qualités qui m'appartiennent en propre. Presque tous les écrivains qui ne sont pas dénués de force créatrice possèdent une faculté, que je n'appellerai pas imagination, la faculté de se représenter les objets absents avec autant de vie que si nous les avions sous les yeux. Cette faculté n'entre en action que lorsque nous nous sommes éloignés des objets que nous décrivons.
Voilà pourquoi les poètes choisissent la plupart du temps une époque éloignée de la nôtre et plongent dans le passé. C'est le passé qui, en nous arrachant à tout ce qui nous entoure, nous procure l'état d'âme tranquille et paisible qui est indispensable au travail. Je n'éprouvais, pour ma part, aucune attirance pour le passé. Mon objet était l'époque contemporaine et la façon de vivre actuelle. Pour la raison, peut-être, que mon esprit a toujours été enclin à rechercher l'essentiel et une utilité plus tangible. Plus j'allais, plus se renforçait en moi le désir d'être un écrivain contemporain. Mais je voyais bien en même temps que, lorsqu'on représente l'époque contemporaine, il est impossible de demeurer dans cet état de haute inspiration et de quiétude qui est indispensable à la réalisation d'une œuvre grande et harmonieuse. Le présent est trop vivant. Il vous émeut trop. Il vous énerve trop. Insensiblement, à son insu, la plume de l'écrivain glisse vers la satire. En outre, se trouvant soi-même en compagnie des autres, agissant plus ou moins de concert avec eux, vous finissez par ne plus avoir devant les yeux que ceux qui se trouvent près de vous. Vous ne voyez plus la foule ni la masse. Vous êtes hors d'état de tout embrasser du regard. Je me mis à réfléchir à la façon dont je pourrais bien m'y prendre, pour échapper à la compagnie des autres, et gagner un endroit où je pourrais apercevoir toute la masse, et non pas seulement les gens qui se trouvent à mes côtés, pour me détacher du présent et, pour ainsi dire, le convertir à mon intention en passé. Ma santé délabrée, ainsi que certaines petites contrariétés qu'aujourd'hui je supporterais aisément, mais qu'alors je ne savais pas encore supporter, me forcèrent à gagner les pays étrangers. Je n'ai jamais éprouvé d'attirance ni de passion pour les pays étrangers. Je n'ai jamais non plus ressenti la curiosité inconsciente dont est dévoré le jeune homme, avide d'impressions. Mais, chose étrange, même pendant mon enfance, même sur les bancs de l'école, même à une époque où je ne rêvais que d'entrer au service de l'État, et non de faire carrière dans les lettres, il m'a toujours semblé que m'attendait je ne sais quel grand sacrifice de ma personne, et que j'aurais précisément, pour me mettre au service de ma patrie, à parfaire mon éducation quelque part loin d'elle. J'ignorais comment cela se produirait, et pourquoi il le faudrait. Je n'y réfléchissais même pas, et je me représentais si vivement moi-même dans quelque terre étrangère, languissant après ma patrie, et ce tableau me poursuivait si souvent que je me sentais envahir par la tristesse. Il est fort possible qu'il se soit agi là tout simplement de cette incompréhensible attirance poétique, dont Pouchkine lui aussi fut parfois inquiété, à partir pour les pays étrangers, à seule fin, selon son expression, de soupirer après la sombre Russie, sous le ciel de mon Afrique. Quoi qu'il en soit, si forte était en moi cette attirance involontaire qu'il ne s'était pas encore écoulé 5 mois depuis mon arrivée à Saint-Pétersbourg, que je m'étais déjà embarqué, incapable de résister à un sentiment que je n'arrivais pas moi-même à comprendre. Le dessein et le but de mon voyage étaient très vagues. La seule chose que je susse, c'était que, si je partais, ce n'était nullement pour joie du spectacle des pays étrangers, mais bien plutôt pour souffrir une bonne fois, comme si je pressentais que je ne connaîtrais le prix de la Russie qu'en dehors de la Russie, et n'arriverais à acquérir de l'amour pour la Russie qu'en demeurant loin d'elle. À peine me fus-je retrouvé en mer, sur un bateau étranger, au milieu d'étrangers, le vapeur étanglé, pas une âme russe à bord, que je me sentis tout triste. Je me pris à éprouver un tel regret de mes amis et de mes camarades d'enfance, abandonnés par moi, et que j'avais toujours aimés, qu'avant même d'avoir posé le pied sur la terre ferme, je songeais déjà au retour. Je ne passais que 3 jours en terre étrangère, et bien que la nouveauté des objets eût déjà commencé à m'attirer, je me hâtais de revenir par le même bateau, craignant autrement de ne pouvoir le faire. Depuis lors, je me donnais ma parole de ne plus jamais avoir de pensée pour les pays étrangers et, de fait, pendant toute la durée de mon séjour à Pétersbourg, tout au long de 7 années entières, les pays étrangers ne me sont jamais venus à l'esprit, jusqu'à ce que mon état de santé, certaines contrariétés et enfin le besoin que j'éprouvais de m'isoler encore plus complètement me forçassent à quitter la Russie. Par la suite, je revins à 2 reprises en Russie, une fois même dans l'intention d'y rester pour toujours. Je pensais qu'à présent surtout que j'avais acquis une telle passion de connaître, je serais en état de connaître pour de bon bien des choses. Mais, chose étrange, en plein cœur de la Russie, je ne vis presque pas la Russie. Je n'appris que ce qui se faisait au club anglais, et quelques petites choses que, du reste, je savais déjà. C'est une chose bien connue que chacun de nous est entouré du cercle de ses relations les plus proches, ce qui a pour conséquence qu'il lui est difficile de voir des gens étrangers à ce cercle. Cela en premier lieu pour la simple raison qu'il est obligé de fréquenter le plus souvent ses propres relations. En second lieu, parce que ce cercle d'amis est déjà en soi si agréable qu'il faut vraiment beaucoup d'abnégation pour s'en arracher. Tous ceux dont j'eus l'occasion de faire la connaissance me faisaient part de déductions, de conclusions toutes prêtes, et non point tout simplement de faits, comme j'en cherchais. D'une façon générale, je remarquai un certain changement dans les idées et les esprits. Plus que jamais, chacun considérait les choses d'un regard philosophique. Il voulait voir le sens profond et la signification la plus forte de chaque chose, mouvement qui dénote en général qu'une société a fait un grand pas en avant. Mais d'un autre côté, cette tendance avait engendré une grande hâte à tirer des déductions et des conclusions de portée générale, à partir de 2 ou 3 faits, et aussi un oubli constant du fait qu'en l'occurrence on n'avait pris en considération ni pesé les choses et les aspects dans leur totalité. Je remarquai que chacun ou presque s'était fabriqué dans sa tête sa propre Russie, d'où les controverses enfin. Je n'avais pas besoin de tout cela, ce qu'il me fallait, c'était des entretiens, tels qu'il en existait autrefois, quand chacun se contentait de raconter ce qu'il avait vu et entendu au cours de son existence, quand la conversation semblait être une collection d'anecdotes et non une série de considérations. J'avais besoin d'entretiens de cette sorte
Pour la simple raison que moi-même je commençais déjà à être gagné par cette hâte à conclure et à déduire, peste universelle de notre époque. Nos provinces m'étonnaient encore plus. Le nom même de la Russie n'y était sur aucune bouche. Ce dont on y entendait parler, à ce qu'il me parut, c'était de ce qu'on avait lu dans les derniers romans traduits français. Bref, pendant toute la durée de mon séjour en Russie, la Russie n'arrêta pas de se disperser, de se disloquer dans ma tête. Je n'arrivais en aucune façon à la rassembler en un tout unique. Je perdais courage. Il n'était jusqu'à mon désir d'apprendre qui n'alla s'affaiblissant. Mais à peine eus-je quitté la Russie que de nouveau la voilà qui se remontait tout entière dans mes pensées. Voilà que le désir d'apprendre s'éveillait de nouveau en moi, et que je recommençais à prendre grand plaisir à faire la connaissance de tout homme neuf, fraîchement sorti de Russie. En moi naissait même l'art de poser des questions, et il arrivait souvent qu'en une heure de conversation j'en apprisse plus que je n'eusse pu le faire en une semaine de temps, si j'avais vécu en Russie. Chacun sait qu'à l'étranger il est beaucoup plus facile de lier connaissance, et qu'aux eaux d'Allemagne, ou dans les stations d'hiver italiennes, on voit s'aborder des gens qui, peut-être, ne se seraient jamais rencontrés dans leur pays et seraient restés toute leur vie des étrangers l'un pour l'autre. Voilà ce qui m'avait obligé à préférer résider hors de la Russie, et ce même en ce qui concerne le besoin que j'éprouvais d'entendre parler d'elle. J'ai longtemps réfléchi au moyen d'acquérir un grand nombre de connaissances sur ce qui se passe en Russie, et cela tout en habitant le pays. Les voyages à travers le pays ne sauraient apporter grand-chose. Il ne vous en reste guère que le souvenir de relais de poste et d'auberges. Lier connaissances tant dans les villes que dans les villages est également chose difficile pour quiconque ne voyage pas pour les besoins de l'État. On risque de vous prendre pour une sorte d'espion, mais, dans ces conditions, la seule chose qu'on risque de trouver, c'est le sujet d'une pièce qui aurait pour titre « La comédie des horreurs ». Que si l'on vient à apprendre que le voyageur en question est par surcroît un écrivain, la situation n'en devient que plus grotesque. La moitié de la Russie qui lit est persuadée sérieusement que mon seul but dans la vie est de tourner en ridicule tout ce qui se trouve en l'homme des pieds à la tête. Or, jamais encore je n'avais éprouvé avec une telle force le besoin de connaître l'état actuel de l'homme russe contemporain, et cela d'autant plus que tous les gens d'aujourd'hui sont devenus si différents dans leur façon de penser, qu'ils sont à un tel point emportés par le tourbillon des malentendus que personne n'est plus en état de porter un jugement sur autrui, et qu'il faut pour ainsi dire palper chaque objet de ses propres mains, et ne faire confiance à personne. Je ne pouvais rester privé de ces renseignements. Aujourd'hui, les caractères et les personnages que j'ai choisis pour mes œuvres sont plus importants qu'auparavant. Plus haut y est le mérite de chaque personne, plus palpable doit-elle apparaître au lecteur. Pour cela, il faut pouvoir disposer de tous ces innombrables détails ébroutilles qui disent que le personnage considéré a effectivement vécu sur cette terre. Sinon, il deviendra un personnage idéal, il sera falot et, quelque vertu qu'on lui assigne, paraîtra tout à fait insignifiant. Il faut que le lecteur russe éprouve effectivement le sentiment que le personnage mis en scène a été fait exactement du même corps que celui à partir duquel il a été lui-même créé, que c'est là son corps à lui, bien vivant. Alors seulement le lecteur se fond avec son héros et accepte venant de lui des injonctions que ne lui fera accepter aucun raisonnement, ni aucun sermon. Je n'arrivais à réaliser cette totale incarnation, ce complet arrondissement d'un caractère que lorsque je m'étais bien fourré dans la tête tout ce bric-à-brac complet et prosaïque de la vie. Lorsque, gardant en tête tous les traits principaux du caractère, j'avais en même temps rassemblé autour de lui, jusqu'à la moindre épingle, toutes ces fanfreluches qui tourbillonnent chaque jour autour de l'être humain. Bref, lorsque j'avais réussi à tout prendre en considération, des plus petites choses aux plus grandes, sans rien omettre. Sous ce rapport, j'ai exactement le même type d'esprit que la plupart des Russes, c'est-à-dire plus capable de déduire que d'inventer. J'ai toujours eu besoin d'entendre vraiment beaucoup de personnes pour que se forme en moi ma propre opinion. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on la trouvait intelligente et sensée. Au contraire, quand, n'ayant pas encore entendu tout le monde, je me dépêchais de faire mes propres déductions, mon opinion se révélait abrupte et insolite. Même dans mon dernier livre, Correspondance avec mes amis, où bien des choses ont l'air de suppositions, il n'y a pas à proprement parler de suppositions. Tout y est déduction. Mais il se trouve que certaines de ces déductions ont été faites à partir de tous les aspects d'une affaire, et sont donc claires pour tout le monde, tandis que d'autres, qui n'envisagent que certains côtés qui ne sont pas connus de tous, sont pour cette raison obscurs, et font même à beaucoup l'effet d'une véritable absurdité. Voilà pourquoi il n'est presque aucune de mes œuvres où ne se côtoie la maturité et le manque de maturité, l'homme et l'enfant, le maître et l'élève. Je n'ai donc pu trouver tout ce dont j'avais besoin. Et, ne l'ayant pas trouvé, est-il donc si étonnant que je n'ai pu travailler ? Comment lutter avec soi-même, si l'on est devenu exigeant pour soi-même ? Comment donner l'essor à son imagination, supposer qu'on en est, si à chaque pas la raison vient vous poser la question ? Pourquoi ? Pourquoi tant de circonstances ont-elles surgi que je n'avais pas appelé de mes vœux ? Pourquoi était-il écrit que je n'aurais pas d'autre moyen de parvenir à la connaissance de l'âme humaine que par l'analyse rigoureuse de mon âme à moi ? Pourquoi ne me suis-je pas embrasé du désir de représenter l'homme russe avant d'avoir connu les lois générales qui régissent les actions humaines ? Et pourquoi n'ai-je pas connu ces lois avant d'être parvenu à celui qui est le seul connaisseur tant des actions humaines que des moindres secrets de notre âme ? Pourquoi la soif de connaître l'âme de l'homme m'a-t-elle tant accablé ? Pourquoi, enfin, a-t-il surgi des circonstances telles qu'il m'est impossible même d'en parler ici, mais qui m'ont contraint, à mon corps défendant, à pénétrer plus profondément dans l'âme de l'homme ? Pourquoi n'ai-je gardé en moi, comme couronnement de toute jouissance esthétique, que la faculté de m'enthousiasmer au spectacle de la beauté de l'âme humaine, partout où je la rencontrais ? Pourquoi cette soif de connaître l'âme humaine n'a-t-elle cessé de m'accabler constamment depuis ma jeunesse ? Commencez d'abord par m'expliquer pourquoi tout cela m'est arrivé, et puis alors poser la question.
Pourquoi ne puis-je plus écrire comme je le faisais? Je m'efforçais d'agir à l'encontre des circonstances et de cet ordre qui n'avait pas été établi par moi. À plusieurs reprises, je tentais d'écrire comme j'avais l'habitude d'écrire autrefois, dans ma jeunesse, c'est-à-dire comme cela se trouvait, au fil de la plume. Mais plus rien ne coulait sur le papier. M'étant réjoui d'avoir plus ou moins bien donné libre cours à ma plume dans les lettres que j'adressais à mes relations et à mes proches, je voulus aussitôt en faire profit, et, à peine remis de ma maladie, je composai à partir d'elle un livre, en m'efforçant de lui donner un semblant d'ordre et d'esprit de suite, sans mettre le moins du monde à viser que bien des choses qui n'étaient dites qu'à l'intention de certaines personnes seulement seraient prises pour elles par la société, surtout après que j'eus adressé un testament à tous mes compatriotes. Je craignis moi-même d'examiner en détail les défauts de mon livre, et fermai quasiment les yeux, sachant que si je me mettais à l'examiner avec un peu de rigueur, il serait peut-être détruit, tout comme j'avais détruit les âmes mortes, et détruit tout ce que j'avais écrit ces derniers temps. Au moyen de ce livre, je pensais racheter dans une certaine mesure mon silence, faire connaître et expliquer ma situation pénible, les raisons pour lesquelles j'étais alors incapable d'écrire, attirer l'attention sur le côté pratique et la tâche de la vie. Je pensais ultérieurement parler des choses qui dévoileraient davantage encore à nos yeux notre réussite, me réconforteraient, m'animeraient et me forceraient à prendre la plume. Mais j'étais loin du compte. Tout le monde m'accabla de reproches. J'entendis commenter des choses qu'il n'est pas possible de régler au moyen de commentaires. Les bras m'en tombèrent. L'élan qui, semblait-il, avait commencé de naître en moi s'éteignit et insensiblement j'en arrivai de moi-même à me poser une question que jusque-là je n'avais jamais encore songé à me poser. Faut-il donc que j'écrive? Faut-il que je continue de suivre une carrière de laquelle tout, ces derniers temps, me détournait si manifestement? Supposons même que, d'une façon ou d'une autre, j'eusse été en état de me vaincre moi-même, que ma plume eût acquis l'agilité et que les pages se fussent succédé sans effort. Me serais-je trouvé dans un état d'âme tel que mes œuvres pussent effectivement être à cette époque utiles et nécessaires à la société d'aujourd'hui? Jetons un regard sur l'état actuel de la société. L'époque actuelle est-elle favorable à l'écrivain en général? Favorable ensuite à un écrivain tel que moi? Tous s'accordent plus ou moins à appeler notre époque une époque de transition. Aujourd'hui, plus que jamais, tous sentent que le monde est en marche, qu'il n'est ni arrivé au port, ni arrêté pour passer la nuit, ni en attente dans un relais de poste, ni au repos. Tout le monde est à la recherche de quelque chose, et cela non plus hors de soi, mais en soi-même. Les problèmes moraux ont pris le dessus tant sur les problèmes politiques que sur les problèmes de la science et sur tous les autres problèmes. Et ce n'est ni le glaive ni les canons qui sont en état d'occuper le monde. Partout se fait plus ou moins jour l'idée de la construction intérieure. Tous attendent quelque ordre plus harmonieux. L'idée de la construction aussi bien des autres que de soi-même devient générale. Tous les hommes remarquables, les chefs de file, ont connu des tournants spirituels intérieurs, certains même à un âge où tout changement et toute amélioration de l'homme était jusqu'alors impossible. Tout un chacun sent plus ou moins qu'il ne se trouve pas dans l'état qui devrait précisément être le sien, bien qu'il ignore encore en quoi précisément doit consister cet état tant désiré. Mais cet état tant désiré, tous sont à sa recherche. Tous tendent l'oreille du côté où ils espèrent entendre, fût-ce quelques mots, des problèmes qui intéressent tous les hommes. Personne ne veut plus lire d'autres livres que ceux qui contiennent fût-ce une allusion à ces problèmes. En une telle époque, sont-elles nécessaires les œuvres d'un écrivain qui a reçu le don de créer, de composer des types vivants d'hommes et de représenter avec des couleurs éclatantes la vie sous l'aspect où elle lui apparaît à lui, que torture la soif de la connaître? Commençons par définir la nature de cet écrivain, dont le talent principal est le don de créer. Tous s'accordent plus ou moins à reconnaître qu'un écrivain créateur crée sa création pour qu'elle serve à l'édification des hommes. Les exigences qu'on formule à son égard sont immenses, et ce à juste titre. S'il ne s'agissait que de rendre une copie fidèle de ce que nous avons sous les yeux, il existe pour cela d'autres écrivains qui ont reçu, parfois au plus haut degré, le don de peindre, mais sont privés de la faculté de créer. Mais quiconque crée, quiconque peine longuement sur ce travail, quiconque péchère sa création, celui-là ne doit pas avoir peiné en vain. Il faut que sa création fasse faire à la vie un pas en avant, et qu'inversement, après avoir atteint le contemporain, après s'être mis de plein pied avec son siècle, il sache par la leçon qu'il lui donne le rembourser de la leçon qu'il a reçue de lui. Telle est du moins la définition de l'écrivain et, en général, du poète ayant reçu le don de création, que donnent les critiques esthétiques, tant de notre époque que des époques antérieures. Replacer les hommes dans l'état où il les a pris est même chose impossible pour l'écrivain créateur. Celui-là y réussira bien mieux qui, doué d'un pinceau agile, est capable de dessiner à chaque instant tout ce qui se passe sous ses yeux, celui que ne tourmente ni n'inquiète son être intime. Par conséquent, à une époque comme la nôtre, où tous sont tellement préoccupés du problème de la vie, l'écrivain créateur, mieux que tout autre, peut être celui qui trouve la solution des problèmes de l'heure. Mais à quel moment et dans quel cas? Au moment et au cas où il a déjà résolu pour son propre compte tous les problèmes qui l'angoissaient lui-même. Lorsqu'à tous ses grands talents, à tout le pittoresque de sa langue, à toute la puissance de son regard d'aigle, à la force exaltatrice de son lyrisme et à la force destructrice de son sarcasme, lorsqu'il aura joint en outre une pleine et entière connaissance de son pays et de son peuple, tant dans sa racine que dans ses rameaux, lorsqu'il aura parachevé son éducation, aussi bien de citoyen de son pays que de citoyen de l'humanité entière,
Lorsqu'il se sera fait aussi dur qu'un silex, dans tout ce en quoi il importe que l'homme soit ferme comme un roc, alors qu'il descende dans l'arène. Possédant la maîtrise de ses moyens et de ses outils, il fournira à la société les hommes dont elle a besoin de nos jours et à l'époque contemporaine. Il les revêtira de cette vivacité du portrait qui fait que le personnage qu'il a représenté nous poursuit en tout lieu, au point qu'il devient impossible de nous en détacher. Il va de soi qu'avec de tels moyens, ce sera un jeu d'enfant pour lui d'expulser de la tête des lecteurs tous ces héros que les écrivains à la mode y avaient fait pénétrer en foule. Au lieu de parler avec la société le langage des raisonnements les plus enflammés, qu'il parle le langage de ces images vivantes qui, tels des maîtres souverains, pénètrent dans les âmes des hommes. Et la porte des cœurs s'ouvrira toute grande devant elle pour les accueillir, pourvu qu'on sente si peu que ces images ont été prises en notre nature et composées à partir du même corps. Qui donc, alors, pourrait désormais agir avec plus de force que cet écrivain? Qui pourrait plus que lui être indispensable au temps que nous vivons et à l'époque qui est la nôtre? Mais si, au contraire, possédant effectivement certains de ces instruments, il n'a pas encore parachevé son éducation, aussi bien de citoyen de son pays que de citoyen de l'univers, si, docile à l'attirance générale de l'époque actuelle, il en est encore à se construire et à se créer, alors il y a même danger à ce qu'il descende dans l'arène. Son influence peut se révéler plus nuisible qu'utile. Cet état de construction de soi-même ne peut manquer de se manifester dans tout ce qui sortira de sa plume. Moins cet écrivain est semblable aux autres hommes, plus il est insolite, différent des autres, original, plus il risque de produire d'erreurs et de malentendus universels. Ce qui chez lui n'est rien de plus qu'un phénomène naturel, la marche normale de son organisme insolite, en état temporaire de son esprit, peut paraître aux autres hommes le point culminant auquel tous doivent s'efforcer de parvenir. Plus il sera animé d'amour pour ses héros et ses personnages, les polira, les saisira sur le vif, plus il sera nuisible. Nous en avons un exemple sous nos yeux. Une illustre femme de lettres française, douée de plus de talent que ses collègues, a en quelques années produit de plus forts changements dans les mœurs que tous ceux d'entre les écrivains qui se préoccupaient de pervertir les hommes. Peut-être n'avait-elle pas eu idée de prêcher la perversion, et n'a-t-elle fait que manifester une erreur passagère, que par la suite elle a peut-être renié, une fois terminé son passage dans une autre phase de son développement spirituel. Mais le mot était déjà lancé. Un mot est comme un moineau, dit le proverbe. Une fois lâché, impossible de le rattraper. Je suis moi-même un écrivain qui n'est pas dépourvu du don de création. J'ai la maîtrise d'un certain nombre des dons qui sont susceptibles d'attirer. Je sens que je suis loin aujourd'hui de ce vers quoi je tends, et que, par conséquent, je ne dois pas descendre dans l'arène. Mon livre même, Correspondance avec mes amis, en est la meilleure preuve. Si ce livre, qui n'est rien de plus qu'un raisonnement, peut déjà, comme on le dit, par son imprécision engendrer l'erreur et même répandre des idées mensongères, si la simple lecture de ces lettres peut déjà, comme on le dit, graver dans la tête, tels des tableaux vivants, des phrases et des pages entières, qu'eût-ce été si au lieu de ces lettres j'avais fait ma rentrée avec les images vivantes d'une œuvre narrative. Je me rends compte moi-même que je suis beaucoup plus fort dans ce dernier domaine que dans celui des raisonnements. Aujourd'hui la critique peut encore contester mon talent, mais alors, c'est à peine si quelqu'un eût été en état de me réfuter. Mes images étaient séduisantes, et se seraient incrustées si solidement dans la tête des lecteurs que la critique n'aurait pas réussi à les en extirper. Il ne faut pas perdre de vue que tous les caractères et les personnages mis en scène étaient destinés à démontrer la vérité de mes propres convictions. Quand je compare ce livre avec les âmes mortes que j'ai détruites, je ne peux pas ne pas remercier le ciel de m'avoir inspiré l'idée de les détruire. Dans mon livre de lettres, je me place tout de même à un point de vue supérieur à celui que j'occupais dans les âmes mortes détruites. L'obscurité de l'expression, en maint endroit, ne fait que dérouter le lecteur. Mais si j'avais exprimé plus clairement la même pensée, bien des gens auraient cessé de polémiquer avec moi. Dans les âmes mortes détruites, mon état de transition se trouvait beaucoup plus souvent exprimé. Il y avait beaucoup moins de précision dans les principes de base, la pensée était plus directrice, mais il y avait déjà beaucoup de charme dans certaines parties, et les héros étaient attrayants. Bref, en honnête homme, je devais poser la plume, même si je ressentais une vive attirance pour elle. Mais il faut considérer les choses avec bon sens. Tout ce qui, avec une grande légèreté, exige de moi que je continue d'écrire et qui en même temps couvre d'injures mon dernier livre, doivent à tout le moins regarder tout cela d'un peu plus près, et ne pas omettre de tenir compte de toutes les circonstances qu'aucun juge n'omettra de prendre en considération dès qu'il aura à prononcer une sentence sur qui que ce soit. Des gens intelligents ne doivent descendre dans l'arène que ceux qui ont achevé leur éducation, qui sont déjà constitués comme citoyens de leur pays, et des écrivains, seulement ceux qui nourrissent pour leur pays le même ardent amour que celui qui a pris le pseudonyme du Cosaque de Lougan, et savent sur ses traces peindre la nature telle qu'elle est, sans rien cacher de ce qu'il y a de mauvais et de bon chez le Russe, guidés par le seul désir de faire comprendre à tous la situation véritable de l'homme russe. Il m'est certainement bien plus pénible qu'à tout autre de renoncer à la carrière d'écrivain, alors qu'elle constituait l'unique objet de toutes mes méditations, alors que j'avais abandonné tout le reste, toutes les meilleures séductions de la vie et que, tel un moine, j'avais rompu avec tout ce qui est cher à l'homme sur cette terre, afin de ne plus songer à rien d'autre qu'à mon labeur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je renonce à la carrière d'écrivain.
Certains des meilleurs instants de ma vie furent ceux où j'ai enfin couché sur le papier ce que j'avais longtemps porté dans mes pensées, alors qu'aujourd'hui encore je reste persuadé qu'il n'y a quasiment pas de jouissance supérieure à celle de créer. Mais, je le répète encore, en honnête homme, je devais poser la plume, même lorsque je me sentais attiré vers elle. Aurais-je eu assez d'honnêteté pour le faire, si je n'étais pas devenu incapable d'écrire? Je l'ignore, car je le dis sincèrement. La vie aurait pour moi perdu subitement tout son prix. Ne pas écrire signifiait pour moi exactement la même chose que ne pas vivre. Mais il n'est pas de privation qui ne soit suivie d'une compensation, pour témoigner du fait que par un instant, l'homme n'est abandonné par le Créateur. Par un instant, le cœur ne reste vide et ne peut être exempt de tout désir. De même qu'une terre, laissée pour un temps en jachère, portera d'autres herbes jusqu'au moment où, fécondée et améliorée par elle, elle sera rendue au labour. De même, à peine la faculté d'écrire m'avait-elle abandonné, que mes pensées en moi revinrent, comme d'elles-mêmes, à ce qui faisait l'objet de mes méditations du temps que j'étais encore enfant. Je voulus servir, dans n'importe quelle charge, fût-elle la plus petite et la plus insignifiante de toutes, mais servir mon pays, servir comme j'avais désiré le faire autrefois, et même mieux que je ne l'avais désiré. L'idée de servir ne m'avait jamais abandonné. Je ne m'étais fait à l'idée d'être écrivain qu'une fois seulement que je sentis que cette carrière, elle aussi, me permettrait de servir mon pays. Déjà alors, cependant, je pensais n'entrer au service et ne prendre un emploi qu'une fois achevé mon grand œuvre. Mes plans et mes vues n'étaient qu'orgueil et arrogance. Il me semblait que si je parvenais à démontrer que je connaissais effectivement l'homme russe, jusque dans sa racine et dans ses principes essentiels, tant ceux qui sont manifestes pour tous, que ceux qui restent encore cachés et que tous ne voient pas, que je connaissais l'homme russe non dans les livres, ni par des récits, mais par expérience, brûlé que j'étais depuis ma petite enfance du désir de connaître, il me semblait qu'on me donnerait un emploi qui me ferait entrer en contact avec des hommes appartenant à diverses classes sociales, et avec beaucoup d'entre eux, en contact personnel, et non par l'intermédiaire des papiers et des bureaux. Un emploi enfin qui me permettrait de mettre véritablement à profit ma connaissance de l'homme, et d'être utile à maintes personnes, et, de mon côté, d'acquérir une connaissance encore plus grande de l'homme. Il me semblait que ce dont souffrait par-dessus tout notre Russie, c'était de malentendus réciproques, et que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de tout homme qui, possédant une certaine connaissance des âmes et des cœurs, ainsi qu'une certaine connaissance en général, fût en même temps pénétré d'un véritable désir de faire la paix. J'ai constaté et j'ai déjà éprouvé qu'une conversation et une explication personnelle sont susceptibles de faire cesser bien des choses qui ne se terminent jamais sur le papier. Je pensais que, bien qu'il n'existât pas en ce moment de pareils emplois, je pourrais en obtenir un après que mon œuvre aura entièrement été finie de paraître. Et même j'élaborais déjà en pensée le projet dans lequel je me proposais d'exposer comment, par suite des capacités que je possédais, j'étais susceptible d'être utile et nécessaire à la Russie. Mon dessein était orgueilleux, mais comme il était fondé uniquement sur le succès de mon œuvre, il s'écroula aussitôt que m'eut abandonné la capacité de produire des œuvres poétiques. À présent, toutes les fonctions sont égales à mes yeux, tous les emplois également importants, du plus petit jusqu'au plus grand, pourvu qu'on les considère attentivement. Et il me semble que, pour peu qu'on sache un tant soit peu apprécier l'homme et comprendre ses mérites, qui existent toujours, même s'ils sont mêlés à quantité de défauts, pour peu qu'alors on soit animé d'un tant soit peu de véritable amour chrétien pour l'homme, et, par conséquent, pénétré vraiment d'amour pour la Russie, il me semble qu'il n'est pas d'emploi où l'on ne puisse faire beaucoup de bien. La force de l'influence morale l'emporte sur toutes les autres forces. Emploi et fonction sont devenus pour moi ce que sont pour le navigateur le havre et la terre ferme. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui brûlent du désir de faire le bien, qui sont russes et à qui est cher l'honneur de la terre russe, doivent sur le champ, elles aussi, prendre emploi et fonction dans l'État, avec autant de zèle que chacun de nous en mettait autrefois à se ranger contre nos ennemis pour sauver notre terre. Car l'iniquité est grande et nous couvre de beaucoup d'opprobre. Quelque tourmentée que soit l'époque actuelle, quelque troublée et agitée que soient autour de nous les esprits, quelque révolté que soit notre propre esprit, il est possible de demeurer calme au milieu de tout cela, si nous prenons notre emploi dans l'intention précisément d'y accomplir notre devoir, de manière à ne pas rougir d'en répondre, lorsque nous aurons à en répondre devant Dieu. Quoi qu'il en soit, notre vie n'est plus pour nous une énigme. Elle en était une, à l'époque où les plus intelligents des hommes, depuis les penseurs jusqu'aux poètes, s'abîmaient dans la réflexion en pensant à elle, et arrivaient seulement à la conclusion qu'ils ne savaient pas ce qu'est la vie. Mais quand l'un d'eux, le plus intelligent de tous, eut dit fermement, sans balancer du moindre doute, qu'il savait, lui, ce qu'est la vie, quand cet homme unique eut été reconnu par tous comme le plus grand homme qui ait jamais existé, même par ceux qui lui déniaient sa divinité, alors, il sied de le croire sur parole, au cas même où il n'eût été qu'un homme. Par conséquent, la question de savoir ce qu'est la vie est réglée. Cela ne suffit pas. Nous avons reçu la pleine loi de nos actions, une loi que ne peut restreindre ni arrêter aucun pouvoir, que l'on peut faire pénétrer jusque dans les murs d'une prison, mais qu'il est cependant impossible d'accomplir dans les airs. Pour cela, il faut prendre appui sur un quelconque morceau de sol terrestre. Lorsqu'on exerce un emploi ou une fonction, on suit tout de même une route. Si l'on n'a ni emploi ni fonction bien définie,
On avance à travers buissons et ravins, au petit bonheur, quoique le but reste le même. Il est plus facile de marcher sur une route que sans route du tout. Si l'on considère l'emploi ou la fonction comme un moyen de parvenir à un but non terrestre, mais céleste, un moyen qui nous est donné pour faire le salut de notre âme, on voit que la loi que nous avons reçue du Christ nous a été donnée pour ainsi dire pour nous-mêmes, qu'elle est comme dirigée sur nous personnellement, afin de nous montrer clairement comment il faut tenir sa place dans la fonction que nous avons prise. Il a été dit clairement aux chrétiens comment il doit en user avec ses supérieurs, de sorte qu'il lui suffit d'accomplir, fût-ce une parcelle de ce qui lui a été dit, pour que tous ses supérieurs le prennent en amour. Il a été dit clairement aux chrétiens comment il doit en user avec ceux qui sont placés en dessous de lui, de sorte qu'il lui suffit d'accomplir fût-ce une parcelle de ce qui lui a été dit, pour que tous ses inférieurs lui deviennent dévoués de toute leur âme. Cette universalité totale de la charitable loi du Christ, tout ce système de rapport entre l'homme et l'humanité, chacun de nous peut les faire passer dans sa modeste carrière. Il suffit simplement de convertir tous ceux avec qui nous éprouvons les contrariétés personnelles les plus agaçantes en prochains et en frères, auxquels nous commande de tout pardonner et que nous commande d'aimer le Christ. Il suffit de ne pas faire attention à la manière dont autrui en use avec nous, mais seulement à la manière dont nous en usons avec autrui. Il suffit de ne pas regarder si autrui nous aime, mais seulement si nous aimons autrui. Il suffit, tout en ne s'offensant de rien, d'être le premier à tendre la main pour faire la paix. Qu'on agisse ainsi pendant quelque temps, et l'on verra qu'on est plus à l'aise avec les autres et que les autres sont plus à l'aise avec vous. Et, de fait, nous serons en état d'accomplir beaucoup d'actions utiles, même en étant placés dans un emploi quasi obscur. Celui qui a le plus de mal en ce bas monde, c'est celui qui n'est pas attaché solidement à un emploi, qui n'a pas défini clairement en quoi consistent ses fonctions. Celui-là a le plus de mal à appliquer à soi-même la loi du Christ, qui est destinée à être accomplie sur la terre et non dans les airs. C'est pourquoi, pour celui-là, la vie doit être une énigme permanente. Le détenu dans sa prison a sur lui un avantage. Il sait qu'il est détenu, il sait donc ce qu'il a à apprendre de la loi. Le mendiant a sur lui un avantage. Lui aussi, il est en fonction. Il est mendiant, il sait donc ce qu'il a à apprendre de la loi du Christ. Mais l'homme qui ne sait pas en quoi consiste sa fonction, ni où est son emploi, celui qui ne s'est rien défini à lui-même et qui ne s'est arrêté à rien, celui-là ne demeure ni au monde, ni hors du monde. Il ne saurait reconnaître qui est son prochain, qui sont ses frères, qui aimer, à qui pardonner. Nous n'arriverons pas à aimer le monde entier, si nous ne commençons pas par aimer ceux qui sont le plus près de nous et ont le plus d'occasions de nous offenser. Celui-là est le plus près de la froide sécheresse de l'âme. Ainsi, après de nombreuses années de labeur, d'expérience et de réflexion, allant visiblement de l'avant, j'en revins à ce sur quoi je méditais déjà durant mon enfance, à cette idée que la destination de l'homme est de servir, et que notre vie tout entière est service. Il n'y a qu'une chose à ne pas oublier. Si nous avons pris un emploi dans le royaume terrestre, c'est pour servir notre roi qui est dans les cieux. Il faut donc songer à sa loi. Ce n'est qu'en servant de cette sorte qu'il est possible de complaire à tous, à son souverain, à son peuple, à son pays. Convaincu de ces choses, j'étais déjà prêt alors à prendre tout emploi, encore que, tenant compte de mes capacités, je vais forçasse d'en choisir un qui continuât à me donner une connaissance pratique de l'homme russe, pour pouvoir, si jamais j'arrivais à recouvrer la faculté d'écrire, disposer d'une masse de matériaux. L'une des principales raisons de mon voyage en Terre Sainte était le désir sincère de prier et d'obtenir sa bénédiction, pour l'honnête exercice de mon emploi, pour l'entrée dans la vie, à celui qui nous a révélé le secret de la vie, et ce à l'endroit même où ses pas avaient autrefois laissé leur empreinte, et de le remercier pour tout ce qui s'était produit dans ma vie, d'obtenir un viatique d'activité et de fraîcheur en vue de la tâche pour laquelle je m'éduquais et me préparais. Je ne trouve rien d'étonnant à ce qu'un élève, ses études une fois terminées, s'empresse de tenir un discours de remerciement à son maître. Si le fils s'empresse de se rendre sur la tombe de son père juste avant d'entrer dans la carrière, pourquoi n'irais-je pas, moi aussi, m'incliner sur la tombe auprès de laquelle tous s'inclinent et reçoivent un viatique à eux destiné, où tous, même le non-poète, trouvent l'inspiration. Il peut paraître étrange que j'aie parlé de cela dans un livre imprimé. Mais à cette époque, je venais seulement de me remettre d'une grave maladie. J'étais faible, je ne pensais pas devoir être en état d'accomplir ce voyage. Je voulais que prie pour moi ce dont la vie entière n'est que prière. Je ne savais comment m'y prendre pour faire pénétrer ma voix dans la profondeur des cellules et derrière les murs des reclus, dans l'idée que peut-être un quelconque des lecteurs leur apporterait mes paroles. Je demandais aux autres également de prier pour moi, car j'ignorais quelle prière serait plus agréable à celui que nous prions. Je sais seulement que le plus méprisable d'entre nous peut demain même devenir le meilleur d'entre nous, et que sa prière alors sera la plus chère à Dieu. Il ne comptait donc pas de trop me blâmer pour cela. Il fallait accéder à ma demande, se souvenant des mots « donner à celui qui demande ». Comment a-t-il pu se faire que je sois forcé de donner au lecteur des explications sur toutes ces choses? Je ne le comprends pas moi-même. Je sais seulement que jamais, même avec les plus sincères de mes amis, je n'ai accepté de m'expliquer sur mes méditations les plus secrètes. J'avais fermement décidé de ne rien révéler de l'histoire de mon âme, de supporter toutes les conclusions, quelles qu'elles fussent, que l'on porterait sur ma personne, persuadé qu'aussitôt paru le second et troisième tome des âmes mortes,
tout deviendrait clair, et que personne n'irait plus me poser la question. Qu'est-ce que l'auteur? Encore que pourtant l'auteur doit se dissimuler tout entier derrière ses héros. Mais puisque j'ai commencé à donner des explications à propos de mes œuvres, il est fatal que je doive dire quelques mots de moi-même, car mes œuvres sont intimement liées aux choses de mon âme. Peut-être était-ce également la volonté de celui sans qui rien ne se fait en ce monde, Dieu seul le sait. Peut-être cela s'est-il produit précisément pour que me fût donnée la possibilité de regarder à l'intérieur de moi-même. Il me fut facile de ressentir en moi un certain orgueil, après surtout que j'eus réussi à me débarrasser d'un certain nombre de mes défauts. Cet orgueil eut vécu en moi éternellement, et personne ne me l'aura indiqué. On sait que dans le commerce des hommes, il suffit d'acquérir une certaine égalité d'humeur, une certaine indulgence, pour que les hommes ne remarquent plus en vous vos défauts. Mais lorsqu'on se trouve confronté avec des inconnus, avec le monde entier, et que l'on démonte pièce par pièce à chacune de vos actions, chacun de vos actes, et que des gens possédant toutes les convictions, tous les préjugés et toutes les tournures d'esprit possibles se mettent à vous considérer chacun à sa façon, lorsque de toutes parts pleuvent sur vous des reproches fondés et non fondés, lorsqu'on frappe tant avec intention qu'au petit bonheur sur toutes vos cordes sensibles, alors, qu'on le veuille ou non, on se met à se considérer d'un point de vue que l'on ne se serait jamais avisé d'aller chercher. C'est là une terrible école, au sortir de laquelle ou bien on perd la tête pour de bon, ou bien on devient plus intelligent qu'on ne l'avait jamais été. Ce n'est pas sans honte, ni sans que le rouge me monte au front, que moi-même je relis bien des passages de mon livre, mais malgré tout je remercie Dieu, qui m'a donné la force de le publier. Il fallait que j'eusse un miroir où me regarder et me voir de plus près. Or, sans ce livre, il y a peu de chances que je l'eusse jamais eu. C'est ainsi que mon livre, conçu dans le désir sincère d'être utile aux autres, a fini par être utile surtout à moi-même. Qu'il me soit permis cependant de dire ici quelques mots de son utilité pour les autres. Est-il exact que mon livre soit inutile aux autres et, en particulier, à la société actuelle et contemporaine? Tous ceux qui l'ont jugé l'ont, à ce qu'il me semble, considéré avec des yeux un peu larges, avec un peu trop d'emportement. Il fallait en juger avec plus de sang-froid. Au lieu de se poser en paladin de la société tout entière et de me traduire devant le tribunal de toute la Russie, il fallait voir les choses plus simplement, examiner ce qu'était le livre dans son fond, et ne pas s'arrêter à certaines parties ou détails avant de s'être pleinement expliqué à soi-même la signification profonde du livre. De là vient que l'on attend ergoter vainement sur les mots, et que l'on a attribué à bien des choses un sens qui n'aurait jamais pu même me venir à l'esprit. À commencer par l'idée que j'aurais toujours eu le droit de parler de ce dont j'ai parlé dans mon livre, si seulement je m'étais exprimé plus simplement et de façon plus adéquate. Faire la leçon à la société, au sens où certains m'en ont attribué la prétention, n'entrait nullement dans mon dessein. Faire la leçon revêtait pour moi la signification si simple que donne l'Église à cette expression, lorsqu'elle nous commande de nous faire la leçon les uns aux autres, constamment, en sachant accepter les conseils avec autant de bonne volonté qu'on en met à en donner soi-même. Or, j'étais prêt alors à accepter des conseils venant des autres. Je ne me figurais pas la société comme une école remplie de mes élèves, ni moi-même comme leur maître. Je ne montais pas en chaire, mon livre à la main, exigeant que tous étudiassent d'après lui. J'étais venu à mes frères, à mes co-élèves, comme un élève au même titre qu'eux. Je leur avais apporté quelques cahiers où j'avais réussi à noter les paroles de celui qui est notre maître à tous. Je les présentais au choix du lecteur, afin que chacun ait pu prendre ce qui lui revenait. Il s'y trouvait des lettres adressées à des hommes différents par leur caractère, leur penchant, et qui en outre en étaient arrivés à des degrés différents de leur propre éducation spirituelle. Ces lettres ne pouvaient en aucun cas s'adresser à tous également. Je pensais que chacun n'y prendrait que ce dont il avait besoin et ne ferait pas attention au reste. Je ne pensais pas que tel ou tel, s'étant emparé de ce dont un autre avait besoin, irait criant « Je n'ai pas besoin de cela » et s'en irriterait. Je n'entreprenais pas de prêcher aucune science nouvelle. Tel un élève qui, en certaines matières, a fait plus de progrès qu'un autre, je voulais seulement révéler aux autres la meilleure façon d'apprendre les leçons que nous donne notre maître. Je pensais qu'après avoir lu mon livre, on me dirait « Merci frère » et non « Merci maître ». N'était le testament que j'avais été passablement imprudent d'inclure dans mon livre, et où je disais quelques mots de l'enseignement que chaque auteur est tenu de donner au moyen de ses créations poétiques, personne ne se serait avisé de me prêter un tel prosélytisme, et cela malgré le ton décisif du style et une certaine solennité lyrique du discours. Mais mon livre est susceptible de fournir beaucoup de choses utiles à toute personne qui en est déjà à considérer l'intérieur de son âme. Quant à l'opinion selon laquelle mon livre serait destiné à être nuisible, je n'en conviens en aucune manière. Le désir du bien est trop manifestant dans ce livre, quels qu'en soient les défauts. Malgré les nombreux passages confus et obscurs, on y voit clairement l'essentiel, et après l'avoir lu, on en arrive à la même conclusion que moi-même, à savoir que c'est l'Église qui est notre instance suprême, et en elle que réside la solution de tous les problèmes que pose notre vie. Dans tous les cas donc, après avoir lu mon livre, le lecteur se tournera vers l'Église. Dans l'Église, il trouvera les maîtres de l'Église, qui lui indiqueront ce qu'il doit prendre pour lui dans mon livre, et lui donneront peut-être d'autres livres à la place du mien, plus instructifs, plus utiles, en faveur desquels il abandonnera le mien, comme un élève qui cesse d'épeler quand il a appris à lire couramment. En conclusion, je dois faire une remarque. Les jugements, pour la plupart, ont été trop définitifs, trop tranchants, et tous ceux qui m'ont reproché de manquer d'humilité véritable n'en ont pas témoigné à mon égard.
Admettons que, dans mon orgueil, en me fondant sur les nombreuses qualités qui m'étaient attribuées par tous, admettons que j'ai pu un instant me croire au-dessus des autres et estimer avoir le droit de prononcer un jugement sur les autres. Mais celui qui ne s'est pas senti au-dessus de moi, sur quoi pouvait-il se fonder pour me juger? Quoi qu'il en soit, pour prononcer un jugement complet sur quoi que ce soit, il faut être au-dessus de celui que l'on juge. On peut faire des remarques partielles sur tel ou tel point, on peut donner une opinion et des conseils, mais s'appuyer sur cette opinion pour en déduire des conclusions portant sur l'homme tout entier, le déclarer une fois pour toutes atteint de troubles mentaux, fou, le traiter de menteur et de fourbe qui a revêtu le masque de la piété, lui prêter des fins basses et viles, cela, ce sont des accusations que je n'aurais pas eu la force de prononcer, fût-ce contre le plus fief et coquin, cloué au pilori du mépris universel. Il me semble qu'avant de proférer pareilles accusations, il convenait tout de même de trembler un peu dans son âme, et de songer un peu à ce que nous deviendrions nous-mêmes si de pareilles accusations s'abattaient sur nous publiquement, à la face du monde entier. Avant de proférer pareilles accusations, il n'aurait pas été de trop de se dire « Ne me trompais-je pas moi-même? Après tout, moi aussi, je ne suis qu'un homme. Il s'agit ici de l'âme. L'âme d'un homme est un puits qui parfois n'est pas ouvert à tous, et on ne saurait se fonder sur la seule ressemblance de quelques signes extérieurs. Il arrive parfois que les médecins les plus habiles prennent une maladie pour une autre, et ne reconnaissent leur erreur qu'en procédant à l'autopsie du cadavre. Non, le livre Correspondance avec mes amis, quelque nombreux qu'en soient les défauts à tous les égards, renferme également beaucoup de choses qui ne peuvent être rapidement accessibles à tous. Il ne sert à rien de se fonder sur le fait qu'on a lu 2 ou 3 fois le livre, il en est qui le liront 10 fois, et n'en tireront rien. Pour pouvoir un tant soit peu sentir ce livre, il faut ou bien avoir une âme très simple, ou bien être un homme aux dons vraiment multiples, qui joignent à un esprit susceptible d'embrasser les choses de toutes parts, un grand talent poétique, et une âme capable d'aimer d'un amour plein et profond. Je ne peux pas ne pas avouer que toutes ces confusions et ces malentendus m'ont été très pénibles, d'autant plus pénibles que je pensais qu'il y avait en mon livre des semences de réconciliation, plutôt que de discorde. Mon âme n'en peut plus de tous ces reproches, dont certains étaient si terribles que je ne souhaite à personne de s'en voir adresser de pareils. Je ne peux pas non plus ne pas témoigner de ma reconnaissance à ceux qui auraient pu faire pleuvoir sur moi les reproches, mais qui, sentant qu'il y avait déjà assez pour la faible nature de l'homme, m'ont relevé en me tendant une main compatissante et m'ont commandé de reprendre courage. Que Dieu les récompense. Je ne sais pas d'exemple plus grand que de tendre la main à celui qui a perdu tout courage.